Bonjour à tous. Pour ce point d'actualité, bien évidemment, c'est difficile de ne pas commencer par les 49.3 à répétition qu'on vient de connaître. 4 en l'espace de 15 jours. Le dernier 49.3 a été dégainé hier par la Première ministre en fin de journée sur la deuxième partie du projet de loi de finances. Cet article 49.3, je le rappelle, est un article inscrit dans la Constitution de la Ve République permettant de faire passer sans vote et sans discussion à l'Assemblée nationale un projet de loi. Le gouvernement l'a donc utilisé 4 fois de suite sur 2 projets qui ne sont pas des projets secondaires ou mineurs, puisqu'il s'agit d'abord du budget de la nation, ensuite du projet de loi, enfin de la loi maintenant, de financement de la sécurité sociale. Cet article 49.3, il concentre en définitive tout le caractère autoritaire et antidémocratique des institutions de la Ve République. Et je voudrais en donner un ou 2 exemples pour avoir une idée concrète justement de cette brutalité. Hier a donc été utilisé pour la 4e fois consécutive l'article 49.3 sur la dernière partie, la partie dépenses du projet de loi de finances. En conséquence, le budget de l'école, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, la question des collectivités territoriales, notamment, ne seront pas discutées à l'Assemblée nationale. La loi est passée sans que, encore une fois, le budget de l'école, qui est pourtant le premier budget de l'État, soit seulement examiné et discuté par l'Assemblée nationale. Autre exemple qui donne une idée de la brutalité de l'utilisation du 49.3, il y a quelques jours, j'étais avec mes collègues de la NUP dans l'hémicycle pour discuter de la partie du budget consacrée à l'outre-mer. Nous étions majoritaires dans l'hémicycle puisque les députés macronistes avaient décidé de déserter, il n'y a pas d'autre mot, les bancs. En conséquence, les amendements que nous avons présentés, qui se montaient à plusieurs centaines de millions et qui étaient des amendements en faveur de l'eau potable, qui est une question vitale et centrale en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte notamment. Les amendements qu'on a présentés également concernant la lutte contre la vie chère en Outre-mer ont tous été adoptés. Mais à cause de l'article 49.3, ces amendements, en tout cas une bonne partie d'entre eux, sont purement et simplement rayés de la carte et annulés. Même chose d'ailleurs pour les amendements qui ont été adoptés à notre initiative quelques jours plus tard, c'était lundi, en tout début de semaine donc, sur la partie écologie et développement durable. Et parmi ces amendements, il y en avait un qui permettait de financer à hauteur de 3 milliards supplémentaires le service public du ferroviaire. Donc, ces quelques exemples permettent de comprendre à quel point le 49.3 est une mesure extrêmement violente et antidémocratique. Mais il y a un point sur lequel je voudrais insister. Je l'ai dit, en 15 jours, le gouvernement a utilisé le 49.3 4 fois sur 2 projets de loi absolument essentiels. Et il faut rappeler une chose. Emmanuel Macron a été élu président de la République il y a 6 mois seulement. Les dernières législatives remontent à 5 mois. Quelques mois donc, seulement après l'élection du chef de l'État, dans les conditions qu'on connaît et qu'on ne va pas rappeler ici, le gouvernement en est contraint à passer en force et à utiliser l'arme antidémocratique du 49.3. Et ça traduit une chose, ça traduit sa faiblesse, ça traduit sa fragilité extrême. Parce qu'en réalité, ce gouvernement est minoritaire. Il est minoritaire dans le pays, j'aurai l'occasion d'y revenir notamment quand je vais parler de la question des retraites, et il est minoritaire à l'Assemblée nationale. Et c'est la raison pour laquelle il a recours, autant qu'il le fait, à l'arme du 49.3. Et je pense que cette question-là, de la fragilité extrême de ce gouvernement, de la crise qui le mine, qui le sape, est une question absolument fondamentale. Vous avez certainement entendu, c'était mercredi dernier, l'intervention télévisée du président de la République. Il fait son intervention le soir même
où sa première ministre, Elisabeth Borne, déclenche pour la 3e fois consécutive l'article 49.3 sur la dernière partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et dans cette intervention télévisée, où il a dit un certain nombre de choses, il a été d'une très grande violence contre la NUP. Il s'est littéralement acharné contre la NUP, accusé de chercher à faire cause commune avec le Rassemblement national. Alors on va balayer ça tout de suite, parce que personne de sensé, de bonne foi, ne peut croire une seule seconde que la NUP cherche à faire cause commune avec le Rassemblement national. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ce gouvernement n'hésite pas, quand c'est nécessaire, à aller chercher les voix du Rassemblement national, comme il l'a fait d'ailleurs cet été, pour faire passer ces mesures réactionnaires. Je pense notamment à la loi dite pouvoir d'achat, qui était en réalité une loi de baisse des salaires et de baisse des retraites. Ils se sont systématiquement appuyés sur les Républicains, je parle des macronistes, sur les Républicains et sur le Rassemblement national pour s'opposer aux amendements qu'on défendait pour que le SMIC soit augmenté, que les retraites et les salaires soient augmentés pour que les prix soient bloqués. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Donc, lorsque Macron dit que la NUP chercherait une alliance, chercherait à faire cause commune avec le Rassemblement national, de quoi s'agit-il ? Il s'agit ni plus ni moins d'une manœuvre. Une manœuvre pour faire diversion. Pour faire diversion par rapport à une chose, par rapport à la faiblesse, à la fragilité de son gouvernement et par rapport au fait, encore une fois, qu'il est minoritaire. Et ça pose d'ailleurs une question politique, une question démocratique extrêmement importante. Parce que quand on est minoritaire, comme l'est ce gouvernement, contraint d'utiliser à ce point le 49.3, quelle est la légitimité d'un pouvoir, quelle est la légitimité d'un régime pour prétendre continuer sa politique, qui conduit à la catastrophe? On le voit en ce moment avec la situation dans les services de pédiatrie qui est absolument désastreuse. Quelle est sa légitimité pour prétendre, comme l'a fait Emmanuel Macron dans son intervention télévisée, s'attaquer au régime de retraite pour porter l'âge de départ à la retraite à 64, voire 65 ans. Alors même que par ailleurs, on le sait, les sondages le disent, 3 Français sur 4 sont opposés à ce projet de réforme et l'ensemble des organisations syndicales, y compris la CFDT, a dit son opposition à ce projet de réforme contre les retraites. Et il y a une autre question qui est posée et que d'ailleurs un certain nombre de commentateurs, mais également de responsables politiques posent de plus en plus à voix haute. Combien de temps compte-t-il tenir comme ça? Parce que je l'ai dit, je me répète, ce pouvoir est en crise, il est extrêmement fragile, il est minoritaire, et puis il y a la situation dans le pays. Pour l'immense majorité de la population, la situation ne cesse de se dégrader. En janvier prochain, les tarifs de l'énergie vont augmenter de 15%. Alors d'accord, le gouvernement dit que ça aurait pu être pire, il n'en reste pas moins que les factures vont augmenter de 15%. Et en ce moment même, tous les prix s'envolent, l'inflation bat des records, on s'attend à ce qu'elle atteigne 10% à la fin de l'année, les salaires, eux, ne suivent pas. Et la population, véritablement, n'en peut plus. D'ailleurs, je constate que les conflits, les grèves aujourd'hui sur les salaires se multiplient. Il y a eu les grèves très importantes, très suivies dans les raffineries, dont on a beaucoup parlé et que nous avons soutenues, mais il y a toutes ces grèves dont on ne parle pas et qui aujourd'hui sont réellement en quantité très importante. Et dans cette situation, en plus, le gouvernement souhaiterait, comme je l'ai dit tout à l'heure, remettre sur le tapis la réforme des retraites. Alors, dans cette situation, il est clair pour nous que nous allons continuer plus que jamais notre politique d'opposition ferme et résolue à la politique de ce gouvernement qui, je l'ai dit, conduit à la catastrophe. Il n'arrête pas de dire que la NUP, c'est le désordre, c'est l'instabilité, voire c'est le chaos. Non, la vérité, c'est que le chaos, c'est eux. C'est leur politique qui conduit au chaos. J'ai déjà cité l'exemple des services de pédiatrie, c'est l'un des exemples les plus saisissants. Donc, comme nous l'avons fait à 3 reprises, nous allons, suite
à la 4e utilisation du 49.3, déposer à l'Assemblée une motion de censure. Nous le ferons systématiquement. Nous le ferons à chaque fois que le gouvernement utilisera l'arme du 49.3 parce qu'il s'agit par là d'affirmer une chose, d'une part que nous refusons ce coup de force antidémocratique, et il s'agit par là d'affirmer que ce gouvernement doit tomber, parce que ce gouvernement ne tient que grâce au 49.3, et il ne tient que grâce au soutien que lui apportent les députés LR, dans certaines circonstances aussi, il faut bien le dire, le Rassemblement national, et aussi certains députés qui, parfois dans la NUP, refusent de voter les motions de censure. Et nous n'allons bien évidemment pas nous contenter des motions de censure, parce que ça c'est une arme parlementaire, mais chacun voit bien, en tout cas à cette étape, qu'elle ne suffit pas. J'ai parlé de la situation qui est faite à la majorité de la population de ce pays, alors nous allons continuer à organiser la mobilisation de la population sur ces besoins urgents. Je n'oublie pas en particulier que le 16 octobre dernier, nous avons participé, nous étions 140 000 à participer dans les rues de Paris à la marche contre la vie chère et qui était un succès. Parce que tout a été fait pour mettre les bâtons dans les roues de cette initiative dans les rues de Paris, et pourtant 140 000 personnes ont défilé. Nous n'avons pas l'intention d'en rester là. Et nous allons continuer bien évidemment à appuyer tous les mouvements de mobilisation qui existent, et aussi ceux qui sont à venir contre la politique de ce gouvernement, et nous allons continuer sur le terrain qui est le nôtre à prendre nos responsabilités pour aider à organiser la mobilisation de la population, parce qu'il est nécessaire de faire échec à la politique de ce gouvernement.